n'est pas coutume, nous allons reparler cuisine et plus particulièrement accords mets vin et mets bière avec nos spécialistes. Donc à notre table, Dominique Perretti. Bonjour, Caroline. bienvenue. Bonjour. Et le brasseur Éric Maillot. Bonjour messieurs. Nous accompagnent également, nous avons rejoint Marie-Joie Guilandine et Laurent Diffray. Salut vous deux. Alors messieurs, vous nous avez concocté un petit menu, on va dire idéal pour les fêtes. Et vous avez associé les plats avec et du vin. Vos boissons de prédilection. Tout à fait. Alors, Éric, on va peut-être commencer par vous parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de penser bière comme un réflexe pour accompagner des repas plutôt gourmets ou gourmands. On va commencer aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est bien, non, mais c'est bien. Petit menu. C'est ça. Alors, avant de parler de menu, on est un peu plus peut-être familiarisé avec le vin. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le processus de fabrication de la boisson qu'on consomme évidemment avec modération Bien évidemment. Vous le savez. Alors, on vous écoute. On commence par quoi pour la fabrication de la bière? Alors, tout d'abord, on va concasser le grain, bien évidemment. On l'a fait un petit peu rapide. Hein. Oui. Le On va grain mettre de l'orge. De l'orge. Voilà, du malt, voilà. Suivant votre recette. Qu'on va brasser, qu'on va faire chauffer à différentes températures. Avec de l'eau, bien évidemment. Voilà, on voit le schéma. Le schéma, voilà, on est là. Très beau schéma. C'est ça. Je l'ai fait cette nuit, je l'ai fait vite fait. Vous l'avez bien fait. Donc on est dans la deuxième partie. La troisième partie, ce qu'on va faire, on va rajouter du houblon qu'on va faire bouillir entre 1 et 2 heures. On refroidit la bière. On incorpore la levure. Au bout de 15 jours, on la sort, on la filtre, bouteille ou fût, suivant après votre technique de refermentation, que ce soit naturelle ou avec du CO2 dedans. D'accord. Et après, on attend encore une quinzaine de jours et on peut consommer. Allez, justement, on consomme. Alors, quel type de bière pour... Allez, on va imaginer un foie gras truffé. Foie gras truffé. On peut mettre une bière ambrée, assez épicée. Alors, ambrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ambrée, voilà, c'est celle-ci. Voilà. D'accord. Allez, la couleur ambrée, on va commencer par celle-ci. Ok. Voilà. Légèrement pain d'épices, petite note de fruits léger. Je pense que ça ira assez sympa avec le foie gras. Et pour le vin, Dominique, qu'est-ce que vous nous conseillez avec le foie gras? Est-ce qu'on reste dans du classique? Attention, elle ne rigole pas. Il faut être bien. On va partir sur quelque chose d'assez original. Habituellement, on a tendance à mettre des vins doux sur le foie gras. Ah, alors je ne suis pas d'accord. En fait, le foie gras était consommé en fin de repas avant. Et il a remonté la hiérarchie petit à petit. Oui. Donc, pour moi, le sucre, ça va nous saturer le palais. Et malheureusement, on n'aura plus l'occasion de déguster du vin plus tard. Donc, pas de vin moelleux. Pas de vin moelleux. Moi, je vais sur une bulle. Une bulle corse, parce qu'on a des vignerons qui font des bulles. Une méthode champenoise. On a Jean-Charles Abatouche qui travaille un cépage qui s'appelle Barbaros. Et c'est un cépage qui a des notes légèrement pétrolées et très aromatiques, portées sur les fleurs surtout. Alors Laurent, vous aviez une question sur une autre entrée traditionnelle. Oui, voilà, je voulais savoir si ça se faisait notamment de prendre de la bière avec des huîtres, par exemple. On peut tout manger voilà. avec de la bière. Voilà. Après, bien évidemment, il faut trouver... Pour les huîtres, on peut prendre une bière légèrement assez citronnée. Voilà. Donc, qui va remplacer le citron, bien évidemment, qu'on mettra dedans. Ok. Et je pense que ça pourrait faire l'affaire. Et qu'est-ce qui relève ou révèle au mieux les arômes et le goût des truffes, de la truffe? De la truffe, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui va tout relever en fait. Oui. Le côté pétrolé, moi, de mon vin, enfin du vin que je propose, parce que la truffe rappelle cette odeur d'hydrocarbures. Et ça va vraiment la révéler, la mettre encore plus en avant qu'autre chose. Un bel mélange de saveurs. Ah oui, ça donne Un envie. mélange de saveurs, pardon. Allez, on passe au plat. Dominique, vous continuez avec un petit cabri rôti et ses légumes oubliés. C'est les fêtes. Topinambour et salsifis. Alors, là encore, quelle est l'association, la meilleure association possible? Avec une viande comme le cabri, il vaut mieux partir sur du vin rouge. Un rouge avec un cépage Nielouch, par exemple, qui va apporter de la puissance et un côté aromatique également qu'on peut avoir sur les notes de violette et de réglisse. Donc vraiment en accord avec la viande. Après, une méthode de vinification peut-être différente, une amphore. On peut aller du côté de Patrimoine, il y a Mathieu et Julie Murphy qui font un Nielouch en amphore sur cette appellation. Ça va vraiment assouplir les tanins, apporter une belle rondeur et beaucoup de fruits. On garde vraiment le côté fruité du Nielouch. Pour la bière associée au cabri? Alors moi je garde une bière assez légère pour pas dénaturer le goût de la viande. Une note un petit peu fruitée, assez sucrée qui va rappeler le goût des salsifis, qui a un goût un petit peu sucré. Et on reste sur une blonde légère, celle-ci. Éric, est-ce qu'on peut arriver à
affiner tellement la bière, à trouver une bière idéale à son goût, je dirais. Après tous les goûts. Pour éviter un peu plus ou moins d'amertume. Alors c'est où on reste dans l'amertume avec, suivant le plat que vous prenez, ou on casse carrément le goût, on passe sur de l'acidité pour contrer ce petit goût amer du plat que vous aurez choisi. Dominique, vous avez un avis sur les vins chauds ou pas du tout? Pas d'avis, non. Vous le conseillez ou pas? J'en consomme aussi, donc du coup, je peux le conseiller. Pas trop. Non, après, c'est une boisson de fête. On est dans la période, là, Noël, les marchés de Noël, c'est en pleine ébullition, et pourquoi pas se réchauffer tranquillement sur le marché. Justement, Marie-Jo nous dévoile tous les secrets du vin chaud. C'est ça, c'est une espèce d'ébullition. C'est une espèce d'ovni qui apparaît en France au moment des périodes de Noël et particulièrement des marchés de Noël. Mais c'est quelque chose qui est très ancien en réalité. Le premier vin épicé, c'était le Conditum Paradoxum. Et il a été élaboré en 20 après Jésus-Christ, il a donc 2000 ans quand même. Et on le sait parce que sa recette était dans le Reconquinaria d'Apicius. Voilà, un ouvrage de recettes qui veut dire en fait l'art culinaire. Ouais, je voulais faire ma maline en latin, mais en fait, il vaut mieux dire en français, l'art culinaire d'Apicius. Voilà. Il s'agissait de faire bouillir à l'époque du miel, du vin, d'ajouter du poivre, du laurier, du safran, des noyaux de dattes torréfiées, des épices qu'on a un peu oubliées comme le nard ou le mastic, mais je crois que vous savez ce que c'est. Et puis après, la mode des vins épicés est passée des pays catalans à Montpellier, en Angleterre parce que Henri III l'appréciait, en Suède parce que Gustave Ier l'appréciait, et est apparu donc le fameux glögg que l'on voit fleurir aussi dans certaines épiceries. Donc voilà, là il y a de la cannelle, du gingembre, de la cardamone, des clous de girofle, on peut mettre un peu n'importe quoi. On y voit aussi magique, de la il y a le druide, de l'orange, etc. Alors chez nous c'est vraiment quelque chose qui apparaît et qui disparaît avec Noël, c'est pas vraiment très traditionnel en France. Mais moi je voulais vous demander quand même à vous, est-ce que on fait bouillir le vin et on le sucre, on met plein d'épices pour faire passer un mauvais vin, ou est-ce que ça peut être du vin de qualité quand même? Ça peut être du vin de qualité, mais après ce serait dommage. Mettre un certain prix dans une bouteille et le faire chauffer, mettre du miel dedans. Je vous comprends, oui, tout à fait. C'est plus dommage que... Et est-ce que ça s'accorderait avec quelque chose d'un petit peu... Parce que sur les marchés de Noël, c'est avec du gras et du sucré. Donc est-ce qu'on a quelque chose d'un peu plus subtil pour manger avec ces vins chauds? Ah oui, après on peut partir sur un dessert, une poire pochée aux épices, garder ce côté épicé qu'on a déjà dans le vin, aller sur un accord de similarité plutôt qu'un contraste. Oui, parce que là c'est quand même très riche en épices, c'est sûr qu'il ne faut peut-être pas non plus contrarier avec des choses... qui rajoutent. Alors sur les mêmes épices. Voilà pour le vin chaud. Mais les bières de Noël existent aussi sur les boissons un petit peu... Bien évidemment. Oui. Mais on peut la faire chauffer aussi. Il y a des bières qu'on peut faire... mais je voulais vous demander d'ailleurs. Oui, ça se chauffe, certaines bières? Oui, après voilà, comme le vin, il faut rajouter dedans, il faut rajouter des épices, tout ça. Si vous faites chauffer de la bière, vous la buvez comme ça, je vous déconseille en tout cas de le faire. Ok. Allez, il est temps de passer au fromage, quand même. Parce que bon, les vins chauds, la bière chaude, d'accord, mais bon, le fromage, c'est important. Ça donne aussi. faim, tout ça. Totalement. À température ambiante, le fromage, pas trop frais. Non, pas trop frais. C'est ça. Mais alors, si on a choisi du fromage frais, pour le coup, par exemple, le chèvre, par exemple. Fromage de chèvre, partir sur un muscat, mais un muscat sec, comme on sait le faire en Corse. Le muscat petit grain, en fait, c'est un cépage qui est très aromatique. On a tendance à boire sur des desserts parce qu'on a ce côté, on a vraiment du sucre qui va prendre le dessus. On a 100 grammes de sucre résiduel sur les muscats du Cap Corse, pour vous donner une idée. Moi, j'irai sur un muscat sec à Patrimoine avec Muriel Giudicelli qui maîtrise son sujet à la perfection, par exemple. Et pour d'autres types de fromages, bleu ou roquefort? Alors, là, par contre, quelque chose d'aussi fort ou de plus doux? Alors, plus doux, justement, parce qu'on... On va aller vraiment sur des vins liquoreux, sur des vins de liqueur ou sur des vins mutés, ou même sur des sauternes par exemple, ou si on veut faire plus original, sur un roquefort, on peut aller sur un porto. Le porto va venir atténuer justement la puissance du roquefort. Même question pour vous et les fromages. Bière blanche, petit zeste d'orange dedans, un goût de zeste d'orange avec un petit peu de coriandre. Voilà, donc là vous avez bière blanche, bien évidemment, et qui je pense se mariera très très bien avec le fromage de chèvre frais, bien évidemment. Est-ce qu'on peut alterner, alors non, pardon, pour le roquefort et pour le bleu? Alors là, c'est toujours pareil, comme vous m'avez posé la même question tout à l'heure, ou on reste sur une bière très très légère, voilà, pour le fromage, ou sinon pareil, on casse un petit peu le code des goûts et on va sur une bière très très forte, très aromatisée pour contrer un petit peu ce goût du roquefort qui est, enfin,
de fromage, le bleu, qui est assez fort quand même. Ouais. Alors je suppose qu'on n'alterne pas bière, vin blanc, vin rouge tout au long du repas pour éviter de finir avec un gros mal de Il n'y a rien tête. qui nous en empêche. Ça dépend chez qui vous êtes. Hein. Non, avec modération, évidemment. Il faut- Bière chaude, froide. Oui, on ne dit pas qu'il ne faut pas mélanger le grain et le fruit pour ne pas être malade. Après, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas mélanger, qu'on a fait quand même. Marie-Jo, pour le coup, c'est une bonne réponse. Ouais, c'est une bonne réponse. Mais bon, moi j'aime bien consommer des choses avec modération, mais ne Oui. pas être malade derrière. Bah quand non, c'est non, possible. c'est sûr. Non, mais en ce qui concerne D'accord. peut-être Dominique, pour rester dans les vins rouges, vins blancs ou spiritueux, Oui. est-ce qu'on peut mélanger à l'occasion des repas de fête? Je pense que oui, bien sûr. Après, évidemment, il y a une hiérarchie à respecter. On ne va pas commencer avec le vin rouge le plus tannique ou bien par le vin le plus liquoreux. On va commencer par un vin blanc ou une bulle, par exemple, comme on l'a fait avec le foie gras, pour aller petit à petit vers un vin plus puissant et on finit sur un vin sucré. On peut même terminer sur un spiritueux, comme vous avez dit. Hein. Ça, c'est pas un problème. On a ce qu'il faut dans la région. Alors justement, on y vient. On finit généralement le repas par une bûche. Alors vous nous proposez une bûche au chocolat aux cerises confites. Oui. Et là, le spiritueux a toute sa place. Le spiritueux, oui, on peut imaginer partir sur notre vie de cerise pour aller vraiment sur l'accord avec la cerise confite et pas le chocolat. Après, on peut très bien prendre imaginer un whisky sur cette bûche au chocolat. Un whisky bien rond, pas trop sec non plus. Il faut vraiment trouver un équilibre. Voilà, après, un repas comme ça, il n'y a pas que le whisky qui est rond. Après, c'est chacun ses goûts. On n'aime pas tous le whisky, on n'aime pas tous le rhum. Il faut se faire plaisir. C'est surtout ça. Le plaisir avant tout. Voilà. Avec modération, on le rappelle. Eric. Alors là, on part sur une bière totalement différente de celle qu'on vient de voir. C'est pas une brune, c'est une noire, ce qu'on appelle les stouts. Ouais. Elle a une belle couleur. Hein. Et qui a un goût café et chocolat, donc avec ce dessert qui est très très bien, qui rappellerait un goût chocolat, café, ça c'est assez dur à boire hein, déjà. Qu'est-ce qui fait la différence de couleur et de saveur C'est la torréfaction des grains. D'accord. Donc plus vous torréfiez le grain, automatiquement plus vous allez avoir une bière de couleur foncée. Et après c'est des mélanges, donc... Et est-ce que quand même la couleur détermine aussi l'amertume ou pas du tout? Ça Une dépend blanche des est grains toujours plus douce et une généralement oui, mais après ça dépend des grains que vous mettez dedans. Les grains, les houblons, après vous pouvez prendre une ambrée, elle peut être plus légère qu'une blanche par exemple. Voilà, et ainsi de suite. Donc la couleur n'est pas... Ça joue beaucoup sur le goût et bon après plus vous faites cramer le grain, bien évidemment ça va donner un petit goût amer, torréfié. D'accord. Ça va jouer aussi sur savoir l'amertume. qu'une brune soit douce du coup. Ça dépend lesquels, voilà. Il n'y a pas de réponse. Non, c'est pas la réponse. C'est que je ne peux pas vous dire toutes les brunes ont ce goût. On ne peut pas faire nos courses sans vous, c'est ça qui est embêtant. Il va falloir toutes les tester. Vous les faites chez moi. Eric, justement, on peut créer... on fait des ateliers bières. C'est ça. La bière idéale pour nous, pour chacun. On propose des ateliers bières. C'est par binôme et par groupe. Comment ça se passe? Pendant 4-5 heures, vous créez votre bière. Je vous le fais un petit peu rapide. Vous créez votre bière, on a une petite dégustation, un petit repas. On garde votre bière en fermentation, vous revenez 15 jours après. Vous embouteillez vos bouteilles avec votre étiquette qu'on vous fait après. Et vous repartez avec vos 24 bières. Ah, c'est super. Allez, voilà. Super, et on rappelle, messieurs, qu'il faut consommer toutes ces bonnes choses avec modération. On l'aura assez dit. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Laurent, Marie-Jo, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Flo, à demain. Oui, voilà, on se quitte plus. Allez, Vianov, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain. On verra ce qui se passe pendant les fêtes du côté de nos voisins européens et même un peu plus loin. Bon après-midi sur Via Stella. On vous embrasse.